Ferland, Lynn Toubiana, Lise Gutmann. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, chère Lynn, beaucoup d'actualités au niveau du cinéma en cette fin d'année. Et on va commencer par parler d'un film, Avatar 3, de feu et de cendres, de James Cameron. Voilà un grand film de science-fiction américain. Ça, c'est qui a un démarrage colossal. Alors déjà au Japon, qui a fait plus de 12 millions d'entrées, et en France également, près de 2 millions, je crois. Alors, c'est 3h17, Lise, d'une expérience de cinéma immersif en 3D sur la planète Pandora. Et voilà. Vous les avez vécus. Il s'agit, oui, du troisième volet de la saga Avatar, avec une très belle distribution. Mais avant de donner la parole à notre spécialiste des films de James Cameron et des avatars, à savoir Boris Hébert, on va écouter un extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Oui, déjà. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes, mais Eywa n'en a eu que faire. Ce monde est tellement plus profond qu'on ne l'imagine. Protège tes sœurs. À vos ordres. Restez à couvert. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Laissez-lui n'abandonne jamais. C'est ça, laissez-lui n'abandonne jamais. Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. On doit se battre. Je vais te tuer, je jure. Voilà, un extrait de la bande-annonce de Avatar 3, de feu et de cendres, Lynn. De James Cameron. Donc on va parler maintenant avec Boris Hébert, qui va nous dire... bonjour Boris. Oui, il est en ligne avec nous. Bonjour Boris Hébert. Boris, c'est à vous? Oui, Boris. Alors, on essaye de joindre Boris Hébert, qu'on n'entend pas malheureusement. Ah, ça y est, voilà. Bonjour Boris. Alors, bonjour. Un film de James Cameron, c'est toujours un événement. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr que ce film-là, il est ménage. Tout d'abord, il faut vous dire qu'au mois de juillet dernier, moi j'avais eu la chance d'assister au Palais des Festivals de Cannes à l'exposition L'Art de James Cameron, conçue par la Cinémathèque française. Dans cette expo, on pouvait découvrir certaines méthodes de travail et la démarche du réalisateur, scénariste et producteur canadien. James Cameron, c'est le cinéaste de tous les superlatifs. C'est 3 films dans le top 5 des plus gros succès au box-office mondial de l'histoire. James Cameron, c'est Titanic, bien sûr, mais aussi Alien, Terminator, et donc ce qu'il faut désormais appeler une trilogie, Avatar. Alors, Boris, comment est ce film? Comment le situez-vous par rapport aux épisodes précédents de la franchise? Écoutez, franchement, c'est un plaisir. D'abord, comme les 2 premiers, ce film est une claque visuelle. Les effets spéciaux, ils sont tout simplement à couper le souffle. Dans le premier Avatar, qui remonte tout de même à 2009, le plus saisissant était leur réalisme, dans ce qu'il faut tout de même appeler un film d'animation. Hein. Dans Avatar, La Voix de l'eau, sorti en 2022, les progrès en matière d'images de synthèse photoréaliste sidéraient encore une fois le spectateur, mais ici pas une seule fois. Je n'ai été dérangé par un plan, un faux raccord, pas une fois la suspension de crédulité ne m'a sorti du film. L'immersion est parfaite dans des décors virtuels ultra féeriques, et on ne perçoit aucune différence entre les visages humains et ceux des Na'vi. Alors les Na'vi, ce sont ces grands personnages bleus qui peuplent la planète Pandora. C'est ça, c'est exactement ça. Les Na'vi sont une race d'extraterrestres humanoïdes qui vivent en communion parfaite avec leur planète, guidés par une divinité appelée Eywa, qui connecte et rassemble toute la faune et la flore de Pandora en un grand tout harmonieux, jusqu'à ce que patatras, dans l'épisode 1, l'humain arrive pour coloniser, exploiter, détruire et asservir. Enfin, ce que fait l'humain d'habitude, quoi. Heureusement, certains humains, dont le héros Jake Sully, un marine, se range du côté des Na'vi, et Jake ira même jusqu'à devenir un Na'vi définitivement et épouser la fille du chef de la tribu. Avatar, en fait, c'est Danse avec les loups et Pocahontas, mais dans l'espace.
D'accord. Alors, les films Avatar durent plus de 3 heures, n'est-ce pas? Et c'est pas trop long pour un film de divertissement? Le premier opus avait l'attrait de la nouveauté et passait bien malgré un scénario que j'avais trouvé moi à l'époque assez convenu. Le 2 passait des magnifiques scènes sous-marines, souffrait de quelques redites et longueurs, et celui-ci passe en un claquement de doigts par contre. D'abord grâce à un scénario dense et plutôt bien mené. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'intrigue qui se décentre un peu de Jake Sully pour s'intéresser à ses enfants et à Spider, le fils du grand méchant de la saga, le colonel Quaritch. La rivalité entre Jake et ce dernier est ici particulièrement bien décrite. On découvre aussi le peuple des cendres, après ceux de la forêt et de l'océan des 2 derniers opus. Ce nouveau clan est dirigé par la Tsahik Varang, sorte de prêtresse maléfique qui nourrit une rancune tenace envers la divinité Eywa et qui fait alliance avec l'envahisseur humain. Enfin, il y a évidemment un enjeu écologique central, ici la protection des Tulkun, sorte de grandes baleines chassées par les humains pour en extraire l'amrita, une substance qui prolonge la vie humaine au mépris de leur intelligence et des valeurs sacrées des navis. Alors, des navis, hein, c'est bien ça. Alors, y aura-t-il une suite où la saga Avatar demeurera-t-elle définitivement une trilogie? Alors Cameron avait affirmé publiquement dès 2017 que la franchise avait été planifiée avec 5 films au total, dont les sorties étaient prévues jusqu'à 2031. Plus récemment, dans une interview donnée au Hollywood Reporter, il a déclaré que les scripts des 2 chapitres suivants étaient écrits. On peut donc supposer qu'ils seront produits, à condition bien sûr que celui-ci fonctionne. Parce qu'Avatar, ça rapporte plus de 2 milliards de recettes, mais ça coûte 400 millions à produire. Et Disney, propriétaire de 20th Century Studios, qui coproduit le film avec Lightstorm Entertainment, la société indépendante de James Cameron, verrait probablement d'un très mauvais œil un résultat en demi-teinte pour l'une des franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma, et probablement l'une des raisons essentielles du rachat de la Fox en 2018. Oui, alors un dernier point peut-être, Boris? Alors 3 derniers points si vous me le permettez. Point 1, la musique magistrale, majestueuse du compositeur Simon Franglen qui puise certaines mélodies chez Rachmaninoff. La distribution, car oui, derrière ces grands schtroumpfs longilignes se cachent de vrais acteurs filmés en motion capture, tous excellents, parmi lesquels on retrouve Sam Worthington et Zoé Saldana, et aussi Sigourney Weaver, muse de Cameron depuis Aliens en 1986. Et enfin, dernier point, l'innovation, là, faut être précis. Après la 3D native stéréoscopique du premier, on retrouve ici la technologie HFR. Alors HFR, c'est Higher Frame Rate, avec une fréquence d'image doublée par rapport aux 24 images par seconde du cinéma traditionnel. Cette technologie implique des salles équipées spécifiquement en IMAX ou en Dolby Laser. Donc si vous voulez voir Avatar 3 de feu et de cendre au plus près de la vision de son créateur, choisissez bien une salle équipée en HFR. Très bien, merci Boris pour cette Boris belle chronique. Et bien voilà on va suivre les conseils et aller dans une bonne salle, c'est important. Voilà, donc un grand spectacle à ne pas rater. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, quand vous le souhaitez sur Radio J, Boris Hébert. Au revoir, merci. À tous les deux, à bientôt. Au revoir. La musique du film. On est dans l'ambiance de Avatar 3. Alors, Lynn, on va maintenant évoquer avec vous le maître du kabuki de Sang-Il Lee. Oui, c'est plus dur à dire qu'en yiddish ou en hébreu. Absolument. Ben, vous ne parlez pas japonais Non, quand même. Pas encore, je vais m'y mettre. Alors, ce film, Le Maître du Kabuki, de Sang-Il Lee, est un film fleuve aussi. On quitte pas les films. C'est un film qui dure près de 3 heures, comme Avatar. Là, nous sommes... Remarquez, il fait froid en ce moment. Rester au chaud dans les salles, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors, il faut dire d'ores et déjà que c'est un film qui est en lice pour l'Oscar du film étranger. Ah, quand même, voilà. Oui. Donc nous sommes en 1964 à Nagasaki. Kiko, le personnage principal du film, il a 14 ans, il est orphelin et il est confié
à un célèbre acteur de kabuki. Vous savez ce que c'est que le kabuki? C'est le théâtre populaire traditionnel japonais. Kikuo et le fils unique de ce célèbre acteur vont évoluer ensemble dans cet art du spectacle. Alors, ils veulent devenir vraiment des onagata. Alors, onagata, c'est... Non, mais Lynn, là, je suis scotchée. Là. Vous parlez japonais ce matin. Onagata, ce sont des rôles féminins. Oui. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de personnages dans le théâtre traditionnel Oui. où il y a un changement de sexe ou de genre, comme on dirait maintenant. Voilà. Donc, c'est le parcours commun de ces deux jeunes hommes sur deux décennies et qui est assez mouvementé parce que il est fait à la fois de fraternité mais de rivalité, de trahison et de loyauté. Et les deux vont devenir... un des deux va devenir le grand maître japonais de l'art du kabuki. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance. Dans avec l'ambiance, la musique, là. Alors, il s'agit d'une fresque mélodramatique, très romanesque, spectaculaire, avec plein de rebondissements, plein de retournements de situation, voilà, avec une mise en scène évidemment très maîtrisée, qui a parfois des allures d'opéra. Donc un film à voir que vous avez beaucoup apprécié. Absolument. Alors maintenant, on va parler d'un film dont on voit les affiches partout dans le métro. Une enfance allemande de Fatih Akin. Oui, alors là aussi, c'est vraiment mon coup de cœur de cette actualité du 24 décembre. C'est donc Fatih Akin qui est un réalisateur germano-turc. Le titre entier du film, c'est Une enfance allemande, île d'Amrun, 1945. L'île d'Amrun, c'est une île qui est au large de la mer du Nord, au large de l'Allemagne. D'accord. Voilà, donc notre héros là aussi est très jeune, il a 12 ans. Et il s'agit d'un récit initiatique, d'un film d'apprentissage très émouvant à hauteur d'enfant sur une jeunesse qui souhaite se débarrasser de son héritage nazi. Ah oui. Voilà, parce que nous sommes Bien donc sûr. En 45. fin 1945. Alors c'est un film très émouvant. Alors sur la fin du régime hitlérien, avec une dimension de conte assez classique sur la résilience. Donc un bon film, un coup de cœur, et vraiment un film à voir. C'est en allemand sous-titré ? Absolument. Voilà. Donc une enfance allemande de Fatih Akin. L'Englouti de Louise Hémon. Voilà, L'Englouti a eu le prix Jean Vigo. C'est un premier film, c'est un film d'époque, avec cette actrice que j'adore et qu'on découvre actuellement, qui s'appelle Galatea Bellucci, qu'on a vu déjà dans le film La Condition, dont on a parlé la semaine dernière, Lise, La Condition de Jérôme Bonnel. Alors là, nous sommes en 1899, dans un hameau des Hautes-Alpes, et il s'agit d'une jeune institutrice qui veut enseigner dans ce hameau, qui est vraiment en haute montagne. Et c'est un film fort sur le désir féminin, parce que c'est une femme qui s'éveille à la sexualité dans un monde d'hommes, et il y a des événements surnaturels qui interviennent et qui coïncident avec son arrivée. Alors on la prend un peu pour une sorcière. C'est un film fantastique, à la fois naturaliste et fantastique. C'est un beau conte d'hiver, vraiment à voir, assez envoûtant, sur le désir d'émancipation. Donc un film à voir, L'Englouti de Louise Hémon. Fuori ou Fuori, je ne sais pas comment le dire. Fuori, l'accent avec l'accent italien. Fuori de Mario Martone. Oui, avec Valeria Giolino, cette magnifique actrice italienne. Alors là, ce film, Lise, est inspiré des livres autobiographiques de l'écrivaine italienne célèbre qui est Giuliana Sapienza. Et nous sommes à Rome, là, dans les années 80, et Giuliana Sapienza travaille depuis 10 ans sur son livre célèbre, L'Art de la joie, mais son manuscrit est refusé. Il est refusé par toutes les maisons d'édition. Du coup, elle est désespérée, et elle va commettre un vol et se retrouver en prison. Et là, elle va nouer des amitiés fortes avec des femmes de toutes sortes, des prostituées, des voleuses, des criminels. Voilà. Il s'agit d'un portrait mélancolique d'une écrivaine célèbre, Giuliana
Sapienza, et à la personnalité très complexe. Voilà, il y a une grande performance d'actrice aussi avec Valeria Giolino. Donc, à voir absolument. Et pour illustrer ce film italien... On va écouter une petite chanson italienne très connue qu'on adore. Gigliola Cinquetti, Nonoletta, bien sûr. Nonoletta, Nonoletta, per amarti, Nonoletta, per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico, nell'attesa che venga quel giorno, ma ora non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai. Gigliola Cinquetti, Nonoletta, pour illustrer ce très beau film Fuori de Mario Martone. Vous écoutez Radio J, c'est le cinéma parlant avec Lynn Toubiana. Alors, chère Lynn, on va terminer sur un air de blues. Oui, vous savez de que j'adore Craig Brewer. Voilà, j'adore les films de fiction, mais Oui. j'adore encore plus les documentaires Oui. et encore plus les documentaires musicaux. Que vous Voilà. nous faites partager. Voilà, alors là, il s'agit d'un drame musical sur un air de blues de Craig Brewer, Brewer. voilà. Bah alors, voilà l'accent, pour l'accent anglais, là, C'est vous pas êtes grave. fortiche. Voilà, c'est basé, c'est un film américain, c'est basé sur une histoire vraie. Hugh Jackman et Kate Hudson incarnent deux musiciens complètement fauchés, paumés, qui redonnent vie à la musique de Neil Diamond en formant un groupe. Et voilà, on adore écouter aussi les chansons de Neil Diamond, bien sûr. Et on va terminer l'émission sur cette belle musique. Bah oui, donc c'est à voir, c'est dans les salles. Oui, c'est dans les salles le 31. Le 31, voilà. La semaine prochaine. Alors, Neil Diamond, sur un air de blues de Craig Brewer, on l'écoute. Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it
Wind sur un air de blues de Craig Brewer. Voilà. Lynn, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio, avec une nouvelle actualité du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de sorties. Ce sera le dernier jour 2025. Voilà, exactement. Et on le célébrera ensemble. Merci Lynn. Au revoir. Au revoir. Et tout de suite, c'est Aviv Geffen. On écoute. Radio J. Should you fail to be in bed, you'll be in rags again. Remember. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Le Club Imo Radio J. Marc Ezrati.